Bonsoir YouTube, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir un thème qui avait du sens, mais j'ai échoué lamentablement. Donc pas de thème ce soir, si ce n'est que 2 vidéos super cool et toutes les deux sur le jeu vidéo. Vous allez voir, on va aller un petit peu partout, hein. On va un petit peu voyager dans le jeu vidéo. On va voir 2 jeux vidéo extrêmement différents, mais l'un que l'on a déjà vu plusieurs fois quand même sur cette chaîne. Bref, vous verrez, ça ce sera dans la rediffusion suivante. On va commencer avec une vidéo, mesdames et messieurs, de, attention, hop, transition qui ne fonctionne pas. Alors évidemment, aucune inquiétude, bien sûr, tout est voulu. Voilà, une vidéo de What the Fail. Voilà. Alors, je ne connais pas bien What the Fail, en l'occurrence, on va regarder trouver n'importe quel endroit en 0,1 seconde. What the Fail, c'est une chaîne qui m'a été largement recommandée par YouTube, de manière générale. Une chaîne qui, du coup, m'a interpellé par son émoticône. Je vous avoue que j'ai hésité, hein. J'ai hésité, j'ai regardé un petit peu, parce qu'à un moment donné, je croyais que c'était une chaîne d'IA, et ça me faisait peur. J'ai décidé que je ne regarderais pas, et puis finalement, là, je me suis dit, bon, est-ce que il serait pas temps de découvrir cette chaîne? Elle a quand même 200 000 abonnés, ça ne peut pas être que de l'IA, et en l'occurrence, je pense que ce n'est pas le cas, donc je suis heureux, d'accord? On lit son à propos comme d'habitude. Je fais des vidéos avec mes patounes, et ça, il faut le dire, c'est très pratique. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Regardez dans son image de profil, il y a plein de patounes. C'est n'importe quoi, bien sûr. Les patounes, on les adore autant qu'on les déteste. Vous en parlerez avec le joueur du grenier qui a un grand avis sur les patounes. Alors, donc, on va regarder sa vidéo, trouver n'importe quoi, n'importe quel endroit en 0,1 seconde. Alors, quand même, je vais vous expliquer de quoi il en retourne, hein. Ça va parler d'un jeu qui s'appelle GeoGuessr. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il faut essayer de trouver le plus rapidement possible où vous êtes. Donc le jeu vous poste dans un endroit aléatoire dans le monde, d'accord? Grâce notamment à Google Maps et vous savez sa vision qui permet de... C'est quoi Google Street View? Qui permet de carrément voir sur place, hein, avec des photos, les endroits. Et donc il te propulse GeoGuessr dans un endroit aléatoire dans le monde et tu dois découvrir où c'est. Voilà, tout simplement. Le principe est ultra simple, il a cartonné il y a quelques années. Et visiblement aujourd'hui on va en reparler grâce à What the Fail. Mesdames et messieurs, trouvez n'importe quel endroit en 0,1 seconde, c'est tout de suite. Ce que vous entendez, c'est le son d'un des meilleurs joueurs de GeoGuessr. Un jeu où le but est de savoir où on est dans le monde à partir d'un emplacement sur Street View. En soi, un gameplay normal. Sauf que lui fait partie de ces joueurs qui ont appris le monde entier. Il sait parfaitement où il est à chaque instant et... T'as appris quoi, toi? Le monde entier. Ok, mec. La chose plus difficile, il est en train d'essayer de trouver où il est dans le monde entier en ayant l'image de Street View pendant uniquement 0,1 seconde. C'est possible que vous ratiez l'image si vous clignez des yeux au mauvais moment. Cette vidéo dure 5 minutes. Et il va quasiment à chaque fois être dans le bon pays, la bonne région, voire la bonne ville. Quand on voit ça, la première fois... En 0,1 seconde. Il voit l'image 0,1 seconde. Attends, sachant que donc il y a 30 images par seconde, d'accord? Ça veut dire que donc il voit 2 images. C'est ça à peu près, hein? Attends, non, il y a 30 images par seconde. Lui il fait 0,1. Oui, c'est ça. Il voit 0, donc oui, c'est ça, hein. Il voit 3 images en 1 seconde. Si c'est 30 images par seconde. Et alors, pire, si c'est 60 images, imaginez, il a trop de hertz. Ou 144, soyons dingos. Alors là, c'est vrai qu'il faut pas cligner des yeux, quoi. Faut pas être fatigué le jour du jour. On peut se dire directement qu'il triche. Si vous avez à peine le temps de voir l'image, comment lui pourrait-il trouver aussi précisément où il est sur le monde? Et bien c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de GeoGuessr, de l'incroyable profondeur d'un simple jeu sur navigateur. J'ai envie de vous parler de comment on apprend le monde entier. Et pour apprendre... Alors, j'ai plein de questions. Déjà,
Déjà, il dit que c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur, qui a plein de profondeur. Mais est-ce que c'est le jeu qui a plein de profondeur? Ou alors est-ce que c'est pas plutôt... Parce que moi, GeoGuessr, je trouve que c'est effectivement un phénomène extrêmement intéressant. Hein. Moi, je me dis, GeoGuessr a été dépassé. C'est en fait un concept simple que les joueurs se sont réappropriés pour créer des règles, des façons de s'amuser encore plus poussées, quoi. Mais c'est parce qu'il y avait un concept fort que ça a pris. Voilà. Moi, c'est un petit peu mon opinion. Mais du coup, j'ai envie de dire, c'est pas GeoGuessr qui a rendu son jeu profond, c'est les joueurs qui ont approfondi GeoGuessr, en fait. Et qui sont partis d'un concept tellement fort qu'en fait, ils ont pu le décliner en un milliard de jeux différents. Mais ce n'est que mon avis, hein. Prendre le monde, le mieux, ça reste de la... Ah oui, pub, on s'en fout, nous. On n'est pas payé, mais What the fait, il est payé. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à utiliser son lien qui est dans sa propre description, bien sûr. Le monde entier. Un jeu comme celui-là, ça fait partie des jeux auxquels j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bien intéressant à dire dessus, mais au final, j'en suis arrivé à deux conclusions totalement opposées. GeoGuessr, c'est un jeu sur navigateur sorti en 2013 et développé par Alton Wallen, un informaticien suédois qui a la caractéristique d'être un sacré nerd, parce que s'il a développé GeoGuessr, c'est parce qu'il aimait particulièrement poser le petit bonhomme jaune aléatoirement sur Street View et se balader pour découvrir l'endroit sur lequel il est tombé. Le but du jeu est très lié à sa passion pour la découverte d'endroits inconnus et il est excessivement simple. Vous êtes placé à un endroit aléatoire du monde, et votre but va être en vous baladant et en récoltant les indices à votre disposition, de savoir où vous êtes. Plus votre supposition est proche de la position exacte, et plus vous avez de points, le but étant évidemment d'amasser le plus de points possible, en gros, d'être le plus précis possible. C'est un jeu qui a beaucoup fonctionné à sa sortie, parce qu'il fait partie de ce genre de jeu sur navigateur où on y passe quelques dizaines de minutes, se disant que c'est marrant et original d'avoir pensé à ça, mais ça finit assez vite par un abandon en se rendant compte de la difficulté colossale de trouver précisément où on est, parce que le monde est un endroit surprenamment grand. Et c'est justement parce que c'est un jeu sur navigateur et parce surprenamment grand, c'est ce que j'aurais dit. Ça demande d'apprendre, c'est peu dire, le monde entier, que GeoGuessr va passer largement sous les radars les années suivant sa sortie. Mais alors, oui, ok, faut apprendre le monde entier, mais pas tout à fait. Il y a des stratégies, il y a des techniques. Si vous avez suivi Antoine Daniel dans sa période GeoGuessr, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Je suppose qu'il va en parler, hein, évidemment, mais comment dire ? Je pense que c'est ça toute l'astuce, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il faut apprendre le monde entier, mais en réalité, c'est comme tout, t'as des grilles de lecture qui te permettent à chaque fois d'avancer et de découvrir certains endroits, enfin voilà, de découvrir certaines particularités d'endroits que tu n'avais pas remarquées auparavant. Et je pense que c'est ça d'ailleurs la force de GeoGuessr et la force d'ailleurs de ce développeur, c'est d'avoir compris qu'aujourd'hui, on pouvait voyager dans le monde entier sans avoir à se déplacer. Alors évidemment, ça ne vaudra jamais un voyage, évidemment, c'est pas la même chose que d'aller sur place et de tomber dans cet endroit-là à un moment donné. Mais malgré tout, c'est dingue, parce qu'on peut voyager. On peut voir aujourd'hui, vous imaginez, là où avant... C'était des voyageurs, hein, littéralement, des marchands ou autres, qui venaient, qui expliquaient ce qu'ils voyaient. Par exemple, une banane, oh tiens, c'est un fruit long, jaune. Et en fait, tu l'épluches et à l'intérieur, il y a un fruit. Vous imaginez ? Vous n'avez jamais entendu parler d'une banane et on vous raconte ça. Donc forcément, je vais dire, il y avait un élan. Chacun avait sa vision, du coup, du monde, en fait, littéralement. Des différentes denrées, des choses qu'on ne connaissait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu peux dire, tu vois, je vis là. Et dire, mais regarde sur Google Maps. Je l'ai moi-même fait avec des amis français à qui je leur ai dit, mais voilà, j'habite là, regarde sur Google Maps. Et donc ils ont regardé, ils savaient où j'habitais. Alors que pourtant, ils ne se sont jamais déplacés chez moi et ils connaissent pas du tout le quartier. Et ça, c'est quand même dingue. Et ce développeur a été malin de comprendre ce potentiel qu'il y avait derrière Google Maps. Il faudra en fait attendre 7 ans après sa sortie pour qu'il commence vraiment à se développer grâce, ou à cause plutôt, de l'arrivée d'un événement majeur de l'histoire moderne, quelque chose qui va nous permettre de se rendre compte à quel point le monde extérieur était joli quand on pouvait encore s'y balader, le confinement.
Le confinement, ça a eu son petit impact sur le monde du divertissement, et surtout sur le temps libre que les gens pouvaient avoir. Et si c'est fun de lancer sa énième partie League of Legends ou manger l'entièreté du catalogue Netflix, il y avait, à ce moment-là, une forte demande de divertissement dans un moment où il était impossible d'en donner. Et je pense que c'est pour ça que GeoGuessr a autant fonctionné à cette époque. Il répondait surtout à une demande que personne ne pouvait gérer, celle d'avoir un divertissement nouveau, quasi infini, et qui permet de s'immerger dans autre chose que 4 murs. Alors, certes, mais il me semble que GeoGuessr, c'est surtout, ça a eu du succès quand même avant le Covid. Maintenant, le problème avec le Covid, c'est que ça a tronqué tout un tas de données, hein. Parce que même ce qui est en streaming, par exemple, qui a énormément explosé et puis qui s'est un petit peu calmé par après, pareil pour Netflix, etc. Donc tout ce qui était effectivement divertissement. Mais du coup, ça a biaisé tout un tas de données et c'est difficile à dire si c'est effectivement, je vais le dire comme ça, mais attendez, je banne. Comment on banne ? Toi, disparais ! Mais effectivement, donc je sais pas du tout si c'est le confinement qui a amené le succès de GeoGuessr ou si le succès était déjà en train d'arriver et que le confinement l'a juste extrapolé, quoi. Il était là au bon moment et tout le monde. Moi de mémoire, c'était avant. Tout le monde a commencé à y rejouer ensemble, en même temps et avec beaucoup trop de temps libre. Une communauté a enfin réussi à vraiment se former. Si certes, elle existait déjà un peu avant, c'est vraiment pendant le confinement que le jeu est entré dans son âge d'or. Ok. Qui continue à persister jusqu'à aujourd'hui, grâce à l'effet qu'absolument tout jeu crée au moins un peu. La compétition. Parce que si le jeu incite à faire une enquête assez longue pour vraiment trouver l'endroit exact où vous êtes, l'envie de le faire plus vite que la dernière fois va gentiment pointer le bout de son nez, et c'est sur ça que les plus chevronnés de la communauté vont vouloir s'affronter. L'idée étant évidemment d'être celui qui finit le plus rapidement, et qui au final détient ce record le plus longtemps. Et puis, au vu de la communauté de plusieurs millions de joueurs, d'autres catégories de records vont arriver. Celui qui arrivera à trouver le plus de fois la position exacte d'affilée, ou alors le pays, celui qui fera le score parfait le plus rapidement, sans bouger, puis sans tourner la caméra, puis sans la zoomer. Mais c'est ça qui est dingue, mais c'est comme le speedrun en fait. Ça rejoint comme d'hab le speedrun, qui crée une rejouabilité sur des jeux qui de base ne sont pas forcément pensés pour être rejoués comme ça, de cette manière, des centaines de milliers de fois. Et c'est pour ça que je me dis que la vraie intelligence derrière GeoGuessr, c'est d'avoir eu un concept simple mais fort. Un concept que n'importe qui peut comprendre. Et c'est ça qui est dingue en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper dur de faire des concepts qui marquent et qui sont hyper faciles. Parce que GeoGuessr, littéralement, tu dis à n'importe qui, ok, en fait, on va te placer sur un point sur une carte, on va te montrer une photo à 360 degrés et tu dois trouver où tu es. N'importe qui peut faire ça. Littéralement, n'importe qui peut faire ça. et n'importe qui comprendra. C'est pas compliqué. Et ça, avoir des idées comme ça, c'est très difficile de les avoir et de bien les articuler. Maintenant, il faut aussi, comme d'habitude aujourd'hui, en 2025 et même auparavant, c'était déjà vrai, il faut aussi avoir la composante chance qui fait que tu vas réussir à toucher ton public, en fait. Et on le voit très bien qu'ici, par exemple, ça a cartonné avec le confinement, mais avant ça, c'était pas incroyable, quoi. Les gens l'avaient découvert, mais ils étaient pas en mode à fond dessus. Alors qu'avec le confinement, visiblement, ça s'est quand même vachement amélioré. Donc, cet aspect compétitif va incroyablement donc il faut de la chance. Bien marcher. Parfois, le public n'est pas prêt pour ce qu'on sort. Et ça, c'est dingue. Des créateurs spécialisés sur GeoGuessr. Déjà parce que le jeu est extrêmement profond et donc ça permet une foultitude de tutoriels pour les nouveaux joueurs. Mais surtout pour une autre raison bien plus simple. Le jeu est spectaculaire à regarder. Parce que ce qu'il y a de bien avec GeoGuessr, c'est que c'est très facile à comprendre, même pour un néophyte. Introduire le but du jeu, ça prend à peine 5 secondes. Les meilleurs moments de jeu durent très peu de temps et sont très impressionnants, et c'est facile à suivre, et ça devient addictif, peu importe qui vous êtes. Et ça, c'est le meilleur cocktail pour faire des shorts, des réels et des TikTok qui font des millions de vues. C'est comme ça que des joueurs qui partageaient simplement leurs meilleurs moments du jeu vont gagner énormément d'attention jusqu'à être devant les yeux de tout le monde. Et je pourrais en parler d'énormément, mais celui qui va être le plus souvent devant les yeux de tout le monde, c'est un joueur nommé Rainbolt. Avec son smiley bizarre
Rainbow, qui sourit mais c'est le genre de fâché. créateur que tu vois peut-être qu'une seule fois dans ton fil, mais qui a l'incroyable capacité en une seule vidéo de te faire demander si tout ça, c'est réel. Il va se spécialiser dans les défis incroyables, comme deviner le pays en regardant juste la Terre, oui, vraiment, juste la Terre. Ou une image visible pendant uniquement 0,1 seconde, avec l'image pixelisée ou en étant aveugle et en ayant uniquement les indications d'un autre joueur. Et à chaque fois, il aura des résultats qui paraissent irréel. Et en fait, c'est là que ça m'a donné envie de faire cette vidéo. En voyant des exploits comme ça, régulièrement sur mon fil, ça m'a fait poser la question, est-ce que tout ça, c'est vrai? En fait, le fait d'avoir les yeux bandés, ça me paraît pas être le plus compliqué dans GeoGuessr. Parce que, en fait, si t'as ton collègue, enfin celui qui te décrit ce qu'il voit et qui sait exactement ce qu'il y a d'important, ça peut être hyper facile. Maintenant, si c'est vraiment un gars random qui sait pas quoi dire et qui n'a jamais vu, qui n'a jamais joué à GeoGuessr, bonne chance, quoi. Bonne chance. Ça, c'est le vrai challenge. Est-ce que vous connaissez Monsieur Chat? Ça vous dit forcément quelque chose, parce que vous l'avez vu dans l'un des décors les plus connus d'Internet. Mais vous le connaissez peut-être parce que vous habitez à Paris, ou à Rennes, ou à Nantes, ou sur l'île de Ré, ou à New York, ou à Saint-Étienne. Ça fait partie de ces tags qui sont volontairement faits pour être des easter eggs. Et pour être honnête, c'est le premier que j'ai remarqué dans ma vie. Parce qu'après l'avoir vu plusieurs fois, j'ai commencé à chercher pour comprendre ce que c'était, et au final, apprendre où ils étaient dans le monde, et ça m'a été sincèrement utile pour savoir à quel point j'étais loin de la maison quand je passais devant en voiture. Il y en a plein, des choses comme ça, et je pense que vous avez tous gardé en tête un lieu dans votre vie, pas forcément pour sa raison première, mais juste parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui vous a marqué. Et c'est à peu près sur ça que se basent les joueurs de GeoGuessr. Un téléphone dans le sol, c'est quand même assez rare. Alors ça, faut que l'ouvrier ait laissé tomber son tel dans le sol et qu'il l'ait même pas remarqué. Pour s'en sortir. Quand on lance une partie et qu'on tombe dans un endroit inconnu, on n'a rien du tout pour se rattacher à ce qu'on connaît. Et toutes les informations nous ramènent surtout à notre méconnaissance du monde. Alors parfois, c'est vrai, c'est facile de retrouver où on est. Mais à d'autres moments, ça paraît juste impossible. Un endroit complètement aléatoire du monde et sans aucune information. Enfin, presque sans aucune information. Parce que le véhicule qui est arrivé jusqu'ici pour prendre la photo, qu'on appelle la Google Car, eh bien, il lui faut des routes. Et ces routes sont faites par des humains, pour des humains, avec des régulations, des normes, des manières de faire, qui sont propres à chacune des régions du globe. Alors, faites par des humains, pas toujours. Hein. Il y a des routes, bon... On va dire, ouais, ok, elles sont faites par les humains, mais plutôt par la force des choses, quoi. À force d'avoir des voitures qui roulent dessus, quoi. Là, c'est qu'on n'est jamais complètement au milieu de la nature, et qu'on aura toujours des indices utiles pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Et justement, avec une communauté grandissante sur le jeu, des sites sont apparus dans le paysage pour répertorier chacune des informations importantes à garder en tête quand on joue au jeu. Ce qu'on appelle la méta. Je vais être honnête, je sais pas par quoi commencer, tellement il y a un nombre absurde d'informations. On parle de sites qui vont récolter toutes les informations utiles sur chaque pays du globe pour juste avoir la capacité de savoir rapidement où vous êtes. Et quand on a des centaines de milliers de localisations possibles, les informations, il y en a énormément. Ça peut être de l'astronomie, parce qu'en voyant où est le soleil par rapport à la boussole qu'on vous donne, vous pouvez savoir si vous êtes dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. De la linguistique, pour savoir quelle est la langue écrite sur les panneaux que vous croiserez, parce que savoir la différence entre le thaï, le philippin et le javanais, c'est pas dans les capacités de tout le monde. Je dirais même, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai étudié plusieurs langues et en fait, ce qui est marrant, je trouve, c'est que quand tu étudies plusieurs langues, tu remarques qu'il y a beaucoup de... Les langues sont toutes liées les unes aux autres. Moi, c'est vraiment un truc qui me passionne, c'est à quel point, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas une langue unique au monde, en fait, quasiment. Il y a à chaque fois les langues qui ont récupéré aux autres, etc. Et pour ma part, ça remet encore plus en perspective le racisme, qui est toujours plus un non-sens pour moi. Mais alors... Par contre, il y a des langues qui se ressemblent, mais de malade mental. Effectivement, genre comme il dit, entre le vietnamien, le thaïlandais, le philippin, t'as envie de pleurer, quoi. T'as juste envie de pleurer, ça ressemble à tout, et puis après, quand tu commences à les étudier, t'apprends des sons qui n'existent pas dans ta langue. Bref, c'est un enfer, tout simplement, l'enfer. Mais ça peut être aussi de la botanique, pour savoir quelle plante est liée à quel pays, et ça peut vraiment aller des arbres à l'herbe qu'il y a sur le sol. Mais aussi de la géologie, pour savoir à quel paysage s'attendre, et quelle terre est liée à quel pays. On parle toujours d'un jeu sur navigateur complètement aléatoire, de l'architecture, des drapeaux, des noms de domaines d'internet, les endroits susceptibles d'avoir de la neige, les numéros de téléphone, les vêtements portés, bref.
Une quantité incroyable d'informations qui vous permettra de savoir à tout instant dans quel pays vous êtes, et de sauver une partie qui paraissait pas super bien commencée, parce que vous vous rendez compte que la Terre que vous voyez a toutes les caractéristiques de la Terre brésilienne. Ouh, c'était ça. Oh, nice. C'est tellement dur, GeoGuessr. En fait, moi, ce que je trouve dur dans GeoGuessr, d'ailleurs, c'est cette ambivalence, cette, je veux dire, absurdité, finalement, ce paradoxe qui existe, qui est que dans le monde, tout se ressemble et en même temps, tout est différent. Mais genre, je trouve, moi, personnellement, c'est vraiment un truc qui me frappe. Et c'est un peu ce que je vous expliquais avec les langues, c'est-à-dire que en fait, tu vas avoir des choses comme les chiffres arabes, souvent, par exemple, mais dans d'autres pays, ce sera plutôt d'autres types d'écriture, etc. Mais tu vas avoir des indications qui sont communes à tout le monde et à la fois, elles seront faites de 1 milliard de manières différentes. Par exemple, des toilettes, voilà, on a l'homme et la femme, hein, souvent avec une ligne entre les deux, hein, pour indiquer que ce sont des toilettes. C'est assez impressionnant à quel point c'est un truc répandu dans le monde entier. Mais pas exactement de la même manière. Et c'est ça qui est dingue. Et moi, c'est ça qui vraiment, genre... Comme je le disais, c'est pour ça que je trouve que le racisme n'a vraiment aucun sens. C'est ce paradoxe-là qui fait que ça n'a aucun sens. C'est que oui, bien sûr qu'on est tous différents, bien sûr qu'on a tous nos cultures, qu'on a tous vécu d'ailleurs dans un cadre, hein, même en dehors des cultures, hein, que ce soit en France, en Belgique, on a tous vécu dans un environnement différent, qui fait que soit il était plus ou moins aisé, par exemple, plus ou moins éduqué. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de paramètres qui font qu'on est tous différents. Et en même temps, voilà, on a tous des choses qu'on n'aime pas. En même temps, on a tous des choses qui nous énervent, qui nous agacent. On a tous des défauts, on a tous des qualités. On a tous des choses sur lesquelles on est intransigeant et c'est absurde. Comme on a tous des choses sur lesquelles on est hyper coulant et en fait, c'est tranquille alors que tous les autres trouvent ça ultra agaçant. Bref, c'est vraiment ce truc, moi, qui me frappe. Et c'est ça que je trouve hyper dur dans GeoGuessr, c'est que ça se transmet carrément même dans les paysages, dans l'environnement, la façon de faire, la façon dont sont construites parfois les habitations, comme elles sont parfois aussi abandonnées, etc. C'est assez frappant pour moi. Oh, c'est assez étonnant. Et ouais, beaucoup trop fort. Mais la méta la plus importante à avoir en tête, c'est la méta qui concerne les routes. Parce qu'au final, peu importe l'endroit où vous allez tomber, c'est la seule chose que vous êtes sûr d'avoir. Et c'est encore énormément d'informations qui vous seront balancées à la figure. À la qualité des routes, aux matériaux utilisés, aux lignes qui sont au sol, aux panneaux routiers, aux couleurs et à la longueur de chaque plaque d'immatriculation. Oubliez pas qu'elles sont floutées, hein, donc c'est bien pire que ce que vous croyez. À la chose la plus importante de GeoGuessr, les balises et les poteaux électriques. C'est la plus grande méta qui existe sur GeoGuessr, parce qu'il y aura toujours des balises et des poteaux électriques proches de la route, peu importe le pays et peu importe l'endroit où vous êtes. Et quand parfois l'endroit ressemble à ça, vous êtes bien content de savoir que ce poteau vient du Pérou pour vous en sortir, parce que vous êtes parfois à plusieurs dizaines de kilomètres c'est comme ça qu'ils savent. Qui pourrait vous aider. Mais d'autres fois, bien que vous soyez vraiment dans la attention, on va apprendre toutes les strates magiques. Juste au-dessus de votre tête. Ouais, alors il faut que je vous parle d'un autre truc. Un truc que je n'ai jamais vu autrefois, qui est uniquement lié à ce jeu, et que j'ai vu nommer comme la métalogique. Alors, si je parlais de la méta avant, c'était sous l'acronyme Most Efficient Tactic Available. En gros, les techniques les plus efficaces pour gagner au jeu basées sur de la logique. Si les poteaux ressemblent... Et j'avoue que les routes et les poteaux électriques, c'est particulièrement malin. J'y aurais pas forcément pensé. Hein. Ça, la qualité de la route est bonne et les panneaux disent arrêt, c'est qu'on est très probablement au Québec. Ça, c'est de la logique pure. La métalogique, par contre, ça signifie ce qu'il y a au-dessus de la logique. Ce truc que je vous ai montré juste avant, ça s'appelle un rift. Littéralement, une faille dans la caméra qu'a mis sur son dos la Google Car. Si je vous téléporte à cet endroit précis du globe, vous aurez la Terre, bonsoir Skirgan, comment ça va ? Pour deviner où vous êtes, mais vous n'aurez pas ces problèmes de caméra. C'est ça, la métalogique. Jouer de la logique au-dessus de celle que vous devriez avoir. La Google Car n'a en théorie pas à changer la manière dont on joue. C'est juste la caméra qui nous permet de voir le jeu. Et pour autant, par ses erreurs, elle nous permet de savoir directement où est-ce qu'on est. Ici, par exemple, on est au beau milieu de la Malaisie. Et je trouve cette métalogique bien plus intéressante que la logique de base, parce qu'elle raconte l'histoire de Street View et de comment on peut s'en servir à notre avantage. Ne serait-ce simplement qu'en connaissant... Fun fact, il me semble qu'ils ont changé les voitures, maintenant ils ont des nouvelles voitures Street View. Et je pense,
si je dis pas de bêtises, qu'ils vont refaire des photos de la Belgique, d'ailleurs. Petit fun fact. Voilà, il me semblait l'avoir lu dans le journal. Mais ça va très bien, mon cher Scargan. Ce sont les zones couvertes par Google. Parce que quand je disais que le but du jeu était de vous envoyer dans un endroit aléatoire du monde, c'est plus que partiellement vrai. En réalité, vous n'avez pas accès à une immense partie du monde. Pas de couverture en Afrique, qui est trop dangereuse pour y balader une voiture avec une caméra aussi chère, la Corée du Nord pour des raisons évidentes, ou la Chine qui n'est pas très d'accord de donner toutes ces informations à une entreprise américaine. En vrai, c'est quand même vachement dommage pour l'Afrique. Hein. C'est quand même une dinguerie. Hein. Parfois, je me demande si c'est pas plutôt Google qui fait chier pour finalement pas grand-chose. Bon, après, comme ils disent, la sécurité, c'est aussi parfois que c'est des pays en guerre ou quoi que ce soit. Hein, mais bon, je sais pas à quel point... c'est une vraie question parfois que je me pose, c'est à quel point, en fait, Google pourrait quand même tenter de tout cartographier ou non. Après, on sait aussi que... Justement, les nouvelles voitures, si je dis pas de bêtises, ont des capteurs lidar et ça va tout changer évidemment puisque du coup ça va être possible de détecter les volumes et les masses. Donc vous savez, pour ceux qui ignorent ce que c'est qu'un détecteur lidar, c'est comme sur les Tesla. C'est ce qui leur permet de voir ce qu'il y a autour d'elle et de savoir si c'est une voiture ou bien un être humain. Alors, je crois que ça marche je sais pas exactement comment ça marche. Je vous avoue que je me suis pas encore vraiment renseigné dessus. Mais c'est un peu comme des capteurs infrarouges qui détecteraient en fait tout ce qu'il y a... Tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça doit marcher bêtement comme ça. Hein. Mais un petit peu grâce aux échos. Et qui, du coup, en fonction de la distance, etc., c'est calculé. OK, ça, c'est un humain parce que c'est petit et long. Alors que ça, c'est une voiture parce que c'est rectangulaire. Enfin bon, bref, voilà, c'est ça un capteur lidar. Et donc, ça permettrait d'avoir plus de précision, voilà, dans les données que Google récolterait. Par contre, vous avez une couverture en Antarctique ou dans les fonds marins. Parce que parfois, c'est pas vraiment très logique. Apprendre où est placée la Google Car, ça vous permet de savoir où vous êtes sûr de ne pas être, dans les fonds marins, mais où vous êtes sûr d'être. Vous avez peut-être remarqué que l'Allemagne n'est pas couverte par Street View, et ça, c'est lié à des lois sur la propriété privée et la capacité de chaque Allemand de pouvoir flouter sa maison sur Street View. Évidemment, ça énerve Google, et ils ont pas vraiment envie de faire la couverture d'un pays où ils vont flouter 3/4 des maisons. Ce qui fait que si vous tombez sur quelque chose comme ça, vous savez que vous êtes en Allemagne, aussi appelé par les joueurs Blur Manie. Et des particularités liées aux lois sur la propriété privée, il y en a d'autres. Le Japon et la Suisse interdisent à la Google Car de filmer les jardins des habitants. Ça a demandé à Google d'abaisser la caméra, ce qui a pour conséquence de créer des photos qui sont bien plus basses que ce qu'elles devraient être normalement, vous donnant donc un grand indice que vous êtes en Suisse ou au Japon. Mais la métalogique, ça peut être aussi juste regarder quelle voiture vous suit. Par exemple, dans certains pays, il y aura une voiture de police qui vous escortera, ce qui vous donnera un super indice sur là où vous êtes. Oui, c'est vraiment une voiture de police qui vous suit dans tout le pays, et je vous laisse apprécier le travail que ça a dû être pour des pays aussi grands, ce qui me laisse le temps de vous dire que si vous voyagez dans ces pays, vous pourrez au moins retirer de l'argent sans trop réfléchir grâce à N26 qui vous donne accès à une carte d'édition. Oui, c'est bon la pub, c'est bon. Bon, en tout cas, je savais pas qu'il y avait carrément des voitures qui avaient été... Ouais, ok, peut-être qu'ils peuvent pas faire toute l'Afrique finalement. Peut-être que c'est vraiment dangereux l'Afrique en fait. brouillé. Si vous avez aussi l'œil affûté, vous avez pu voir que la qualité de la caméra de la Google Car change. Et c'est aussi un indice pour savoir dans quel pays vous êtes. Si vous avez une qualité de caméra immonde, vous savez que vous êtes dans un pays qui n'intéresse pas forcément Google. Par contre, si vous avez une image nickel, vous êtes probablement dans un des pays que Google apprécie. Mais encore plus surprenant que la qualité de la caméra, il y a aussi une métalogique qui se base sur l'apparence de la Google Car. Mais ça, c'est en réalité, il y a un vrai problème dans le fait que Google puisse choisir entre guillemets arbitrairement, on le sait que c'est des raisons économiques, mais pas que, hein, il y a aussi des raisons politiques, puisque par exemple l'Allemagne, c'est parce que ça leur casse les bonbons qu'on ne puisse pas photographier les maisons, donc il y a aussi une histoire de politique, et ça c'est un vrai problème vis-à-vis de Google, et notamment pour ce qui est par exemple de la dénomination des continents et des pays. Eh ben, Google le fait un petit peu à la gueule du client. Donc, par exemple, la Russie, si vous connectez à Google Maps depuis la Russie, vous verrez que l'Ukraine appartient à la Russie. En tout cas, la Crimée et la partie conquise par les Russes. Pareil, si vous connectez sur Google Maps des États-Unis, vous verrez que le golfe du Mexique est aujourd'hui appelé Golfe d'Amérique, parce que Donald Trump a dit du jour au lendemain qu'il trouvait que ça devait s'appeler Golfe d'Amérique. Donc, en fait, il y a un vrai
souci au fait que ce soit Google qui choisisse comme ça, arbitrairement, ce qui devrait être photographié ou non. Parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est hyper important pour notre futur. C'est hyper important d'avoir des données comme ça qui pourront être factuelles, qui pourront nous montrer le monde tel qu'il l'était pour les générations futures et pour qu'elles se rendent compte un petit peu de ce qu'on a pu faire, de bien ou de mal. Et aussi de s'améliorer. Et donc, je trouve que c'est vraiment une réflexion qui est pas assez menée, je pense, on va dire, dans nos démocraties, où on devrait vraiment réfléchir à comment on devrait décider, en fait. Est-ce que ça devrait pas être public, une entreprise comme ça, qui répertorie un petit peu toutes les routes du pays, etc. Est-ce que, justement, ça devrait pas être quelque chose qui est contrôlé par les citoyens, en fait, plutôt que quelque chose de privé, où, au final, on sait pas trop ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils leur vendent à des pays comme la Russie et la Chine, ou est-ce qu'au contraire, ils font attention? On ne sait pas trop. Et ça, c'est un problème. C'est sur GeoGuessr, tout à fait. Parce que si elle est extrêmement floue, la vidéo elle est sur reste quand même GeoGuessr. visible et est différente pour chaque pays, et c'est suffisant pour être un indice. Si par exemple vous voyez des taches rouges sur la photo, vous êtes en Ukraine. Si vous voyez les rétroviseurs d'une moto, c'est que vous êtes dans la capitale du Vietnam. Et si vous voyez cette antenne sur le bord de la voiture, vous êtes sur l'île de Guam, aux États-Unis. Et ça peut être encore plus fou que ça. Si vous voyez l'ombre d'un chameau, vous êtes dans le désert de Liwa, aux Émirats Arabes Unis. Si par contre vous voyez un remorqueur, vous êtes au Groenland. Et si vous voyez des cheveux gris, vous êtes sur 7 îles du Pacifique, parmi les îles les plus reculées du monde, et quand même sur Street View, grâce à un tracker qui a fait le voyage pour que l'île soit sur Google. Voilà à quoi ça ressemble la métalogique dans GeoGuessr. Une manière de jouer au jeu qui est assez décriée parce que, eh bien, on n'y joue pas vraiment quand on utilise ces stratégies. Et pour autant, elles sont très utilisées et très documentées. Et finalement, est-ce que toutes ces méta, c'est suffisant pour trouver où est-ce qu'on est dans le monde avec juste une image qui apparaît pendant moins d'un dixième de seconde? Eh bah oui. La réalité, c'est qu'il suffit d'assez peu d'informations pour pouvoir savoir où vous êtes à quelques centaines de kilomètres près. Et quand vous avez appris toutes les différentes méta disponibles et que vous vous êtes entraîné pendant des centaines d'heures, trouver votre localisation, même en noir et blanc et avec l'image découpée, est l'histoire d'un seul plot, d'un seul détail. C'est fou quand même. Savoir dans quel pays vous êtes. C'est impressionnant. Certaines des vidéos de Rainbolt expliquent très bien ça. Ce qui importe, c'est la forme des indices les plus importants. Et c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, je me permets la parenthèse parce que, évidemment, ça rejoint aussi l'OSINT. Et donc, l'OSINT, c'est tout ce qui est recherche sur des données publiques. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est hyper impressionnant, en fait, parce que ça exploite, en fait, les mêmes connaissances que pour, justement, l'OSINT. Donc, la recherche sur des données publiques, des enquêtes qui sont menées grâce à des données publiques. Et notamment, des photos que des gens, parfois, prennent et partagent sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être par exemple, voilà, des dictateurs, des proches de dictateurs, des néo-nazis, par exemple, ou des choses comme ça. Et des personnes qui vont prendre des photos d'eux-mêmes ou de leur environnement. Et on va les retrouver grâce à vraiment des détails. Et c'est vraiment impressionnant quand tu vois... allez, justement, je vais dire, GeoGuessr pour être une porte d'entrée pour certains d'entre vous, si vous êtes passionné par tout ce qui est enquête numérique. Vous verrez, il y a vraiment un pan extrêmement intéressant à découvrir. Pas tellement les couleurs ou avoir l'image en entier. Après, et qui peuvent vraiment servir, je vais dire, avoir plus de sens que juste un jeu, évidemment. J'ai pu vous montrer. Bon, même si le but n'est pas tellement de trouver la localisation exacte, mais plutôt de trouver le pays, voire même la région, le plus rapidement possible. On chope donc les meilleurs indices qu'on peut trouver, et à partir de là, on clique au centre de ce qui paraît être la bonne région, et la magie des probabilités fait le reste. Tout ça pour dire que oui, c'est possible, mais que ça reste quand même un exploit impressionnant. La quantité de connaissances et le temps de jeu requis est gigantesque, et les joueurs de ce niveau sont de véritables nerds qui adorent passer leur temps à trouver des méta improbables juste pour savoir s'ils sont au nord ou au sud du Kazakhstan. Mais on peut légitimement se demander à quoi ça sert de passer autant de temps à apprendre des choses comme ça. Bon, déjà ils font ce qu'ils veulent, mais c'est surtout un super outil pour améliorer sa culture du monde. C'est vraiment beaucoup de données qui peuvent être utiles dans la vraie vie. Mais ça va bien plus loin que ça. Parce que GeoGuessr, ça a permis et ça permet encore de faire des avancées assez gigantesques dans un problème majeur du monde moderne qu'est la localisation. Dès que vous voulez vous localiser dans le monde, il faut impérativement que vous ayez des satellites autour de vous, 3 au minimum, pour pouvoir communiquer avec eux, être triangulés et enfin savoir quand est-ce que vous allez devoir tourner à gauche. C'est quand même, quand on y pense, une sacrée infrastructure, tout ça pour un problème aussi basique que juste savoir où vous êtes. Et ce problème n'est pas vraiment... Ça a dû en booster plusieurs. Autrement qu'en triangulant votre position, c'est-à-dire avec des satellites. Parce que sinon, ça demanderait d'apprendre le monde entier pour qu'en une seule photo,
on puisse savoir où vous êtes. Vous voyez où ça va aller ? Laissez-moi vous présenter l'intelligence artificielle nommée Predicting Image Geolocations, ou pour faire court, Pigeon. Ça paraît drôle comme ça, mais en vrai, ça n'est pas vraiment, vu ce qu'on peut en faire. C'est nous les pigeons ? Cette intelligence artificielle a été développée par des étudiants de l'université de Stanford et a très largement utilisé GeoGuessr pour son fonctionnement. Entraîner une IA, ça demande de résoudre un problème très difficile à gérer quand il s'agit d'apprendre le monde entier, qui est le fait d'avoir des données de qualité constamment, sans compter les bugs, les régions mal cartographiées et le coût astronomique qui est d'utiliser Street View pour entraîner une IA. Parce que oui, communiquer avec Google, ça coûte de l'argent et ça peut vite coûter excessivement cher. Alors on va préférer prendre les localisations déjà présélectionnées par GeoGuessr, qui ont l'avantage de n'avoir que très rarement des bugs, de ne pas coûter cher, d'avoir une bonne distribution entre villes et campagnes, et de déjà donner la localisation exacte de la photo, plutôt que de devoir gérer ça à la main. Une fois la question des données gérée, il va falloir savoir comment l'intelligence artificielle va pouvoir apprendre le monde. Pour ce qui est de la récompense, c'est facile. Plus elle a un gros score dans le jeu, et plus on lui dit qu'elle a fait un bon travail. Mais pour ce qui est de comment on la fait réfléchir, c'est quelque chose de moins évident, parce qu'il y a une façon de le faire. Et c'est là que les pros de GeoGuessr vont être très utiles, parce qu'ils ont une méthodologie bien rodée pour savoir où ils sont grâce à une seule image. Je vous le dis, c'est vraiment comme l'OSINT. l'OSINT, ça se joue aussi sur des détails, et je vous jure que vous vous rendez même pas compte à quel point. Moi, c'était carrément sur des images satellites, des gars qui voyaient des traces de chenilles de tanks dans la neige en plein hiver. Et du coup, je me souviens, c'était avant l'invasion russe en Ukraine. Ils étaient en mode, très bizarre ces mouvements de chars. Ces unités, d'habitude, elles sont pas là et là, elles sont là. Et ils regardaient notamment des images satellites, mais du coup infrarouges, qui surveillent en fait les incendies pour voir que une telle base qui d'habitude est inactive, était en activité, et donc c'était bizarre de voir que on voyait de la chaleur à cet endroit-là alors que normalement c'était censé être désert, etc. Et vraiment c'est en fait le savoir pour le pouvoir, parce que ça permet de découvrir, de lire dans la stratégie de son adversaire de manière très efficace. Et évidemment, savoir à l'avance ce que son adversaire va faire, c'est toujours très intéressant. Bonsoir Sly. C'est grâce au travail acharné de cette communauté et des stratégies qu'ils ont trouvées que nos petits étudiants de Stanford auront une méthode déjà préfaite pour entraîner leur intelligence artificielle. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont découper le monde en plein de petites régions. Et dès que l'IA va trouver un indice intéressant, elle va pointer vers l'endroit au centre des recherches et elle va diminuer le rayon de recherche jusqu'à arriver à une localisation satisfaisante et répondre le plus proche de la vraie localisation. Ça paraît très facile comme ça, mais les calculs de distance sur un globe et la découpe du monde en région n'est pas du tout évident et demande vraiment beaucoup de tentatives pour y arriver. D'accord, de là, maintenant qu'on a la récompense... J'avoue que moi ça me paraissait plutôt simple, genre en mode tu dis que sur les images il doit essayer de trouver, par exemple j'invente, mais des trucs ça, des trucs rectangulaires qui sont les voitures, machin et tout. Je me disais, ok, ça demande du travail, genre un mois, mais en vrai ça se fait quoi. Apparemment, c'est un peu plus complexe. Et la manière de le faire apprendre, il suffit de nourrir l'intelligence artificielle avec les centaines de milliers de localisations de GeoGuessr, de la laisser apprendre et de voir le résultat. Et le résultat est plus qu'impressionnant. Pigeon va se retrouver très rapidement parmi le top 0,01% des meilleurs joueurs et va complètement écraser Rainbolt 6-0 dans un match sans issue. Évidemment, avec de tels résultats, les chercheurs ont vite voulu savoir comment l'IA pouvait être aussi forte. Il faut pas oublier qu'ils ont juste donné à l'intelligence artificielle de quoi s'entraîner et un bout de méthodologie pour trouver la bonne localisation, mais ils ne lui ont donné absolument aucune stratégie ou méta connue pour qu'elle s'en sorte. Et donc, pour savoir comment elle a réussi à être aussi forte, ils lui ont demandé de colorer la photo en fonction de ce qui l'impacte le plus dans sa décision. Je trouve ça fascinant qu'elle utilise exactement les mêmes stratégies que les meilleurs joueurs. On aurait pu croire qu'elle allait forcément, mieux, c'est la plus efficace. Elle va, elle aussi, se concentrer sur les poteaux, sur la nature, sur les panneaux et sur les aspérités de la route. Je trouve ça encore plus incroyable ce qu'elle arrive à faire sur cette deuxième photo. Elle continue à s'intéresser à la nature qu'elle a devant elle et au tracé de la route, mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce tout petit point vert. Ce petit point cache un défaut de la caméra. Et ces points en bas, le flou qu'elle génère. Je répète, on n'a absolument rien appris à l'intelligence artificielle à propos de ça. Elle a d'elle-même réussi à trouver les métas déjà utilisés par les pros et même à se rendre compte qu'il existe de la métalogique. Mais c'est pour ça que, en fait, l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est pas pour moi de l'intelligence en tant que telle. Ça fait gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'elle a
on va dire, elle a le temps, elle, de faire en 5 secondes ce que nous, on ferait en plusieurs jours, voire même semaines et mois si on est tout seul. Mais c'est en fait de réessayer, essayer et d'apprendre en fait simplement la méthode la plus efficace. Et donc au début, tu te casses la gueule. Mais après, forcément, tu commences à te dire, ah ben tiens, ok, les défauts dans les images et tout, c'est ce qu'ont fait les joueurs de GeoGuessr, en fait. Mais là, l'IA, l'avantage, c'est qu'elle peut faire ça en très très peu de temps. Et donc, en fait, elle peut nous optimiser ce temps où nous, en fait, on entre guillemets, qu'on perd à rechercher, à essayer, à découvrir les singularités dans quelque chose qui paraît toujours la même chose. Mais en fait, ça s'arrête là. Parce que le problème, c'est que on le sait très bien que, ok, les méthodes qui paraissent toujours les plus efficaces sont parfois les plus efficaces, mais pas toujours, justement. Et que parfois, il y a des biais. Et que parfois, par exemple, les défauts de l'image, on pourrait les retrouver dans d'autres endroits, à d'autres moments. J'invente complètement, hein, j'y connais rien. Mais du coup, Princesse Lia. Exactement. Mais du coup, non, c'est vrai que du coup, en fait, je pense que il faut toujours avoir un œil critique sur l'IA quand même. Et moi, j'ai l'impression que, ok, c'est très impressionnant, c'est très intéressant, mais il faudra voir parce que les biais pourraient fausser l'IA sur le long terme, je pense. Tout comme elle fausse l'humain sur le long terme. Bref. Et avec cet apprentissage, après, ça reste impressionnant. Le bon endroit à en Faites moyenne pas dire ce que je n'ai pas dit. 44 km près, mais ça descend à peine 8 km dans les régions les plus peuplées. C'est encore un peu loin de la position exacte, mais c'est suffisant pour que les auteurs refusent de laisser au public les données nécessaires pour recréer l'IA et l'améliorer. Ils explicitent de même la raison. Leur recherche sur le domaine est la seule de ces 5 dernières années qui n'est pas financée par l'armée. Vous ne vous rendez probablement pas compte une intelligence artificielle capable en une seule photo de savoir où vous êtes exactement sur la Terre est un outil important pour une armée. Les missiles balistiques, utilisés dans les guerres actuelles pour frapper les villes à plusieurs centaines de kilomètres de là où ils sont lancés, ont besoin d'être guidés par GPS grâce à des satellites pour savoir où ils sont par rapport à la cible. Ils sont silencieux, dévastateurs, mais leurs communications peuvent être brouillées pour éviter qu'ils atteignent leur cible. Quelques temps sans guidage, et le missile rate la cible, et des vies sont épargnées. Sauf si, en cas de brouillage des communications, une intelligence artificielle pouvait prendre le relais, et avec une seule photo, pouvait recalibrer la position du missile, et le relancer sur sa cible. Si des étudiants arrivent à créer une drôle d'intelligence artificielle pour pousser les limites d'un jeu, qu'est-ce que vous pensez qu'un système à plusieurs milliards de dollars serait capable de faire ? Ce qu'ils font, en ne partageant pas leurs données, c'est aussi retarder les recherches dans le domaine et épargner ce qui pourrait être des milliers de vies. C'est triste parce que c'est comme toujours, toute invention peut à la fois être bénéfique et néfaste. Et en réalité, cette découverte pourrait aussi permettre à des gens qu'on n'a jamais su retrouver, mais dont on a, vous savez, une dernière photo ou des selfies ou quoi que ce soit, de les retrouver par exemple, ou de permettre aussi ce qui est dans la recherche historique pourrait nous faire avancer sur des tableaux qui sont peints et qu'on a du mal à savoir d'où est-ce qu'ils proviennent, de quel paysage est-ce que la personne s'est inspirée, etc. L'IA pourrait nous dire, ah ben tiens, voici les paysages les plus probables qui semblent similaires avec tel angle, etc. Mais voilà, la guerre, toujours la guerre. Et c'est très triste, je pense. Je pense qu'il y a un côté très triste à ça. Je ne sais pas être capable d'en arriver à là en parlant simplement de GeoGuessr, mais pour autant on y est. Mais à la base, c'était pas vraiment ce que je voulais conclure. Ce dont je vous parle, ça reste un outil. Quelque chose qui, dans l'absolu, n'a aucune ambition de créer du bonheur ou de la douleur. Comme tout outil, tout dépend de comment vous l'utilisez. Et si je vous ai parlé de tout le mal qu'on pourrait créer dans le monde, je vais vous parler de tout le bien que ça a déjà créé. Reinbolt ne fait pas que des défis incroyables. Il a aussi utilisé ses compétences pour une autre chose que je trouve absolument magnifique. Si beaucoup de ses fans étaient impressionnés par ses talents, d'autres ont vu en lui une chance de retrouver des endroits perdus à partir de simples photos qu'ils avaient. C'est assez dur de pas être très vite touché par l'histoire de ces gens qui lancent une bouteille à la mer en espérant retrouver des endroits qui leur sont chers.
J'ai pensé à lire ces histoires pour vous, mais elles sont souvent vraiment dures à raconter. Des gens qui veulent recréer une photo pour une surprise, à ceux qui sont en quête de leurs parents et de ce qu'ils sont devenus, à d'autres qui cherchent à revenir dans des lieux marquants où ils ont été avec un père malheureusement décédé. C'est vraiment très difficile de faire une belle conclusion en respectant ces gens et leurs histoires. Alors je préfère vous montrer ces lieux que Rainbolt a réussi à retrouver. Je vous incite fortement à aller voir sa chaîne YouTube et son TikTok. C'est fou. En description. C'est exactement ce que je vous disais. Super moment. J'en profite aussi pour vous remercier d'être aussi nombreux à suivre mes bêtises. Et si vous voulez savoir quand est-ce qu'elles sortent, j'ai un Discord où vous pourrez savoir l'avancement des vidéos ainsi que jouer avec les 60 émotes différentes, très majoritairement créées par Mallory, qui fait un super taf pour mes petits hamsters et que je ne remercie pas assez. Donc merci. Et je vous merci laisse Mallory en description si vous voulez voir son travail ou travailler avec elle. Merci d'avoir vu. Bon, bah écoutez, c'était très chouette. Et allez bien sûr le soutenir hein, si vous avez aimé cette vidéo. C'était What a Fail. Et c'était donc sur GeoGuessr. Et j'avoue que GeoGuessr, voilà, c'est un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est un jeu extrêmement intéressant. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument montrer cette vidéo. J'avais envie d'en parler avec vous, de ce magnifique phénomène de GeoGuessr. Mais pas que. Voilà, What a Fail, je vous le dis, il me faisait de l'œil et ça m'a juste donné envie de regarder d'autres vidéos. Je trouve qu'il est très sympathique, hein, très sympathique. Il explique très bien et il raconte très bien les histoires. Et à la fin, en plus, ça avait une certaine profondeur. Donc j'ai bien aimé, vraiment. Très chouette. Et comme ça, on apprend qu'il y a un professionnel de GeoGuessr qui trouve des images en 0,1 seconde, quoi. Hein? Ce qui est assez dingue. N'est-ce pas?